Allez, je vous propose de démarrer. Merci à tous ceux qui sont déjà là. On accueillera pas mal de monde en cours de route. Donc, bienvenue dans ce webinaire de rentrée organisé par la CEC, dans le cadre de la rentrée et puis aussi d'une opération qui est en cours à la CEC, qui s'appelle 100 jours sans mécène. Mais j'y reviendrai. Déjà, on accueille et je remercie trois intervenants avec moi aujourd'hui. Dans l'ordre des prises de parole, ce sera d'abord Lucas Franco Damezin de Parlons Climat, puis Eva Morel de Cota Climat, et puis Mehdi Colli de Team for the Planet. Voilà, donc on va essayer de faire ce quatuor et finalement sur nos intentions. On est vraiment sur une capsule d'une heure, donc on fera très attention à respecter votre temps. On va essayer de terminer à 13h58 même pour tous ceux qui vont enchaîner par une réunion à 14h. On a un moment d'interactivité, donc c'est important pour l'appropriation de chacun. Et puis, c'est en trois temps ce qu'on vous propose. Tout d'abord, un moment de prise de hauteur. Donc, on va écouter avec révérence Lucas de Parlons Climat sur cette théorie qui s'appelle la stratégie du pivot majoritaire. L'idée, c'est de vraiment prendre de la hauteur tous ensemble sur nos théories du changement et essayer de les combiner. On aura ensuite un moment avec Eva et Mehdi sur les rebonds par rapport à ce qui aura été présenté, les inflexions, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous, pour nos mouvements, pour nos entreprises. Et puis, ce sera une phase qu'on espère d'interaction et d'appropriation de cette théorie du pivot majoritaire. Et on terminera par un troisième moment, donc ce sera à peu près 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, autour de la stratégie de la CEC augmentée. Et donc, qu'est-ce que nous, ça veut dire pour nous, la CEC, sur cette inflexion stratégique. Et puis, on parlera rapidement de notre campagne 100 jours sans mécène qui est dans sa dernière ligne droite. Alors, pour commencer, icebreaking, on va chacun se poser cette question-là qui est votre niveau de confiance actuel dans notre capacité collective à faire advenir la transition. Et vous allez pouvoir répondre dans le chat après un court moment de réflexion. En gros, c'est une note de 1 à 10. 1, c'est si vous pensez que c'est foutu et qu'on n'a aucune chance de réussir cette transition. Et 10, si vous dites que c'est dans la poche, que c'est gagné et qu'on a tous les ingrédients et qu'il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Donc voilà, donc je vous laisse répondre dans le chat de 1 à 10. Allez-y. Il va faire la moyenne, Eric? J'étais en train de regarder les notes. Finalement, il y a quand même pas mal d'espoir. J'ai l'impression qu'on est entre 6 et 7. Donc voilà, on refera ce petit test en fin de webinaire pour voir si on arrive collectivement à augmenter notre niveau de confiance. Et ce que je propose, c'est pour respecter le timing, 13h05, on y va. Lucas, de Parlons Climat, c'est à toi, tu peux prendre le contrôle de l'écran. Ouais, je pense que c'est bon. Vous allez C'est tout bon. normalement voir mon écran. C'est super. D'abord, bonjour tout le monde. Très ravi d'être là. Moi, du coup, je m'appelle Lucas et du coup, je suis un des cofondateurs d'une association qui s'appelle Parlons Climat. Parlons Climat depuis 2022. On travaille à mieux connaître l'opinion publique de la population sur les enjeux de transition et de climat pour se demander comment on peut toucher, engager des publics toujours plus larges. Et donc, on regarde beaucoup à la fois des chiffres, donc des études quantitatives et des études qualitatives pour savoir ce que les gens pensent de la transition écologique. Et dans ce cadre-là, en fait, récemment, on a publié deux contenus qui essayent un peu de faire le point de comment est-ce qu'on peut comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui et aussi comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et c'est ce que du coup, on a appelé cette théorie et cette stratégie du pivot majoritaire. Et je vous la résume là, je vais vous la dérouler ensuite pendant un petit quart d'heure. Je vais me démarrer mon chrono d'ailleurs pour respecter le timing. Mais l'idée, en gros, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est de se dire que entre 2020 et 2025, on a appliqué collectivement ce qu'on va appeler des stratégies minoritaires qui ont été en fait extrêmement efficaces. Elles nous ont permis d'augmenter très fortement la prise de conscience et la priorisation des enjeux d'écologie et de climat dans l'opinion publique. Maintenant, depuis quelques années, on est sur un plateau
dans l'opinion publique et pas un backlash, je vais y revenir. Et donc, ça nécessite aujourd'hui d'avoir un pivot pour adopter des tactiques et une stratégie majoritaire. Et donc voilà, c'est se dire, on a eu des tactiques minoritaires qui ont très bien fonctionné, elles fonctionnent moins bien maintenant, il faut pivoter vers des tactiques majoritaires et je vais essayer de vous développer ça en 3 temps. D'abord, pourquoi nous sommes à la fin d'une phase d'influence minoritaire, mais qui est non seulement une phase d'influence minoritaire, mais qui a été victorieuse. C'est très important, je trouve, qu'on ait en tête collectivement qu'on a gagné énormément de choses sur les 15 dernières années. Et finalement, que aussi, on n'est pas face à un retournement de l'opinion et un backlash. Donc, je vais essayer de vous commencer par vous expliquer ça. Nous, donc, du coup, un de nos métiers, vraiment, c'est de scruter les évolutions de l'opinion publique. Et le soutien de l'opinion publique aux enjeux de transition, nous, on a notamment 3 indicateurs clés qu'on utilise pour le mesurer. D'abord, on se demande, est-ce que c'est une question qui est importante pour les gens? Ensuite, on se demande, est-ce qu'ils soutiennent les politiques publiques pour faire advenir cette transition? Et finalement, est-ce qu'ils priorisent l'enjeu du changement climatique et de l'environnement? Est-ce qu'il est plus important, cet enjeu, pour elles et eux, que d'autres enjeux? Et donc, on va essayer de les dérouler point par point en étant en quête d'une courbe très particulière. Ça, c'est pas des vrais chiffres. Ça, c'est théoriquement une courbe de backlash dans l'opinion publique. Ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire le soutien à la transition, peu importe comment on le mesure, qui aurait été en augmentation et qui récemment serait en train de se péter la gueule, de chuter vraiment extrêmement fortement. Donc ça, a priori, c'est ça, en opinion publique, une courbe qui montrerait un backlash. Et je vous invite, dans les quelques slides qui viennent, à chercher cette courbe. Du coup, le premier point qu'on regarde, du coup, c'est l'inquiétude par rapport à l'environnement et au climat. Tous les chiffres qui vont venir, dont ceux-là, proviennent d'un baromètre de l'ADEME qui publie en open data tous les ans. C'est à chaque fois des moyennes triannualisées parce que en fait, c'est des échantillons qui sont relativement faibles de 1500 personnes et donc pour éviter du bruit statistique, on moyennise sur 3 ans. Mais ce qui veut dire que vous pouvez vous amuser à reproduire ces courbes chez vous si vous le souhaitez puisque ces données sont en open data. Et donc, sur l'inquiétude sur l'environnement et le changement climatique, quand on demande aux gens de la noter de 0 à 10, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2014 et 2024, elle est très stable, environ à 8 sur 10. Et donc, c'est une inquiétude qui est élevée et on ne voit pas de backlash. Enfin là, moi, je ne vois absolument aucune chute horrible de la courbe sur les dernières années. Donc, sur l'importance du sujet, on voit que c'est assez haut et qu'il n'y a pas de backlash. Ensuite, sur le soutien aux politiques publiques, est-ce que les gens soutiennent les politiques publiques en faveur de la transition? Pour faire ça, nous, on moyennise le soutien à 5 politiques publiques clés que l'ADEME teste tous les ans que depuis 2017 cette fois-ci. Dans ces politiques publiques clés, il y a des obligations de rénover les bâtiments, il y a de la taxation de l'aérien et des véhicules polluants, il y a des limitations sur les vitesses d'autoroute. Enfin voilà, il y a un certain nombre de trucs qui sont quand même assez structurants et assez lourds. Et donc, on regarde la moyenne de soutien à ces 5 politiques publiques clés. Quand on regarde sur les 7 dernières années, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2024, on est en moyenne à 66% de soutien pour chacune de ces politiques publiques. C'est quand même pas mal. En moyenne, on peut se dire que c'est un soutien qui est assez élevé, qui, s'il bouge, il est en fait globalement plutôt en hausse. Et là non plus, le backlash avec la chute soudaine du soutien de l'opinion publique pour les enjeux de transition, on ne la voit pas. Troisième indicateur qu'on regarde, et peut-être celui qui nous intéresse le plus, nous, chez Parlons Climat, c'est la priorisation. C'est quand on demande aux gens, parmi 10 enjeux, d'en choisir 3 comme étant les plus importants pour l'avenir de la France, quelle est la part de la population qui va mettre l'environnement et le climat dans ces trois sujets qui sont les plus importants pour elles. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette courbe qui, là, commence en 2011, parce que l'ADEME nous permet de remonter aussi loin que ça. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu en dessous de 30% de la population qui met le climat et l'environnement dans ces 3 enjeux prioritaires pour l'avenir du pays. On voit que ce chiffre, il était plutôt autour de 15%, voire un peu moins en 2014-2015. Et donc, après une énorme hausse, il a plus que doublé, il a quasiment triplé en fait ce chiffre en 6-7 années entre 2015 et 2021. Il y a un léger tassement. Pour vous donner un point de comparaison que je trouve toujours intéressant. En 2024, nous, ça c'est des chiffres à nous de Parlons Climat, quand on regarde l'électorat en France qui priorise le moins l'environnement et le climat, c'est l'électorat du Rassemblement national.
Dans l'électorat du Rassemblement national, il y a 15% des électeurs du Rassemblement national qui disent l'environnement et le changement climatique, c'est un des trois sujets les plus importants, les plus prioritaires pour moi pour l'avenir du pays. Et en fait, ce chiffre de 15%, c'est celui qu'on avait dans la population générale en France il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, l'électorat qui priorise le moins le sujet dans la population française le priorise autant que l'ensemble de la population il y a 10 ans. Donc je trouve que ça nous donne aussi un bon ordre d'idée, de grandeur sur le fait que, en fait, on a quand même gagné beaucoup, beaucoup de choses là-dessus sur les 10 dernières années. Et donc, juste par rapport au backlash, c'est pareil, hein, même là sur la priorisation, la chute soudaine et horrible de la courbe de priorisation, on ne la voit pas. Donc, pour vous dire que nous, quand on regarde tous ces chiffres-là, ce qu'on voit, c'est globalement des soutiens élevés aux enjeux de transition, avec une augmentation plutôt du soutien aux politiques publiques, un léger tassement de la priorisation, mais après une augmentation qui était absolument dingue entre les années 2015 et 2020. Ce qui nous fait dire, nous, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de backlash, mais qu'on est plutôt à la fin d'une phase, du coup, où il y avait des stratégies minoritaires qui étaient appliquées, une stratégie d'influence minoritaire, du coup, qui était basée sur la construction d'un rapport de force. C'est des notions d'influence minoritaire qui ont été développées par Serge Moscovici. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder ça de plus près. Mais vraiment, pour nous, la manière dont on lit les choses aujourd'hui, c'est que c'est une stratégie qui a été très victorieuse ces dernières années. Il y a eu énormément de victoires par ces stratégies minoritaires. Il y a eu de la mise à l'agenda de l'écologie, il y a eu de l'adoption de lois, il y a eu une augmentation du soutien dans la population. Enfin voilà, on a fait vraiment avancer énormément de choses sur les 10 à 15 dernières années. Et donc, on peut en être fier. Simplement, aujourd'hui, nous, en opinion publique, on voit une phase qui n'est plus une phase de croissance, mais une phase de plateau. Une phase de plateau beaucoup plus haut que les chiffres qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, mais quand même une phase de plateau. Et donc, du coup, ça doit quand même nous interroger sur ce qu'on faisait avant, pourquoi ça marche moins bien maintenant, et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir. Et donc, ceci est un plateau, non un backlash, c'est extrêmement important. Mais donc, la question aujourd'hui, c'est pourquoi les stratégies minoritaires, qui nous ont permis du coup de gagner beaucoup de points, notamment de soutien dans l'opinion publique, et pas mal de victoires quand même sur les 10-15 dernières années, pourquoi elles ont atteint leurs limites après avoir tant servi la cause. Je trouve ça toujours très important de se dire, ça a vraiment marché, mais aujourd'hui, ces tactiques-là, ces stratégies minoritaires, elles ont touché leurs limites. Et je vais essayer de vous le développer rapidement sur 4 points. D'abord, il y a eu un développement de l'effet de bulle. En fait, les gens engagés, les mouvements écologistes, peu importe comment on appelle ça, ils ont réussi à fédérer un noyau actif et engagé. Et c'est super, mais qui a ses propres médias, ses marques, ses productions culturelles spécifiques. On a vu, il y a des médias spécialisés qui se sont lancés beaucoup les dernières années. Il y a des rayons entiers dans les librairies dédiés à nos sujets, etc. Du coup, ça pousse à une forme d'entre-soi. Quelque part, on peut vivre en vase clos, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et ça devient un vrai problème. Pour autant, ça aurait été quoi l'alternative? Un mouvement microscopique, sans organisation et contenu dédié. C'est pas ce qu'on voulait non plus. Donc, c'est vous dire, l'effet de bulle, aujourd'hui, c'est devenu un problème. Mais en fait, au départ, c'était plutôt une bonne nouvelle de créer une bulle. J'allais dire, quelque part, au départ du départ, il n'y avait personne. Et donc, être une bulle qui peut vivre entre soi, ça veut aussi dire qu'on est devenu suffisamment nombreux. Ensuite, il y a l'effet de distinction. L'engagement écologique sur les 10-15 dernières années, il s'est notamment traduit par une forme de consommation spécifique et une accumulation de savoir spécifique. Pour le dire vite, être engagé, pour beaucoup de gens, ça a voulu dire acheter bio et savoir parler d'empreinte carbone pendant un quart d'heure. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Mais du coup, en fait, de fait, ça a été des manières de faire, des accumulations de savoir et de la consommation distinctive qui ont pu être portées avant tout par des classes moyennes et supérieures plutôt urbaines à fort capital culturel. Et ça a un effet mécanique dans ce qu'on appelle en sociologie, c'est de la distinction sociale, tout simplement. En fait, quand il y a des comportements qui deviennent distinctifs de certaines classes sociales, de certaines parties de la population, ça crée forcément du rejet dans d'autres parties de la population qui ne veulent pas s'identifier à ces classes sociales-là. Et donc, l'effet de distinction, c'est un problème, mais pour autant, il y a un moment où c'était nécessaire que tout ça se mette en place. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a une offre de produits et de services écologiques, des spécialisations professionnelles sur le sujet. Donc, c'est se dire, Bon, j'assiste à une Aurélie, il faut conférence. que tu coupes. Hein. Merci.
Voilà. Du coup, pardon. Mais du coup, l'alternative, ça aurait été de pas d'avoir d'offre de produits et de services écologiques. Et donc, c'était nécessaire que ça se passe. Simplement, aujourd'hui, il y a un effet négatif par la distinction. Ensuite, on a l'effet de polarisation politique. C'est pareil. Les acteurs de gauche, notamment, et du centre dans une certaine mesure, se sont beaucoup saisis de la question écologique sur les 8 à 10 dernières années, on va dire. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu de fait, pour notamment les acteurs de la droite et surtout de l'extrême droite, un sujet sur lequel cliver et se distinguer, en fait, d'une autre partie du champ politique. Et donc, aujourd'hui, l'écologie, qui peut être perçue comme un étendard de la gauche et du centre, est aujourd'hui utilisée pour cliver. Et donc, ça, c'est un problème. Mais l'alternative, ça aurait été quoi? Qu'aucun parti politique majeur ne se saisisse du sujet, ça n'aurait pas été une bonne alternative. Donc, c'était nécessaire, quelque part, que dans un premier temps, au moins une partie du champ politique se saisisse de la question. Maintenant, ça crée du clivage et donc il faut adresser ce sujet-là. Mais en fait, c'était bien que dans un premier temps, il y a quand même au moins une partie du champ politique qui commence à adresser ce sujet-là. Et on a le même effet sur l'effet des choix des tactiques avec un truc très classique dans les mondes de l'activisme qui est le dilemme de l'activiste. Quand vous choisissez un mode d'action, vous savez que plus vous faites un mode d'action radical, plus vous aurez de la couverture médiatique, mais plus vous allez créer du clivage aussi. Et donc, c'est une question d'équilibre permanent entre un niveau de radicalité qui me permet d'avoir de la couverture médiatique, mais qui clive, ou un niveau de radicalité moindre, qui clive moins, mais qui me permet d'avoir moins de couverture médiatique. Et donc, ces dernières années, l'effet négatif, il a été assez fort, avec des actions qui ont été très couvertes, mais aussi un traitement très négatif. Et nous, on a fait des études spécifiques là-dessus, qui ont impacté négativement et l'image des écologistes, mais aussi de la lutte sous-jacente, enfin, on va dire de la transition de manière générale. Simplement, l'alternative, ça aurait été quoi? Pas de mise à l'agenda médiatique et politique du tout. Donc, c'était aussi nécessaire à un moment pour faire de la mise à l'agenda politique et médiatique. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est des tactiques qui ont très bien fonctionné, qui simplement maintenant ont touché leurs limites. Et elles ont touché leurs limites, mais qui font sur un point qui est très spécifique, je trouve, à avoir bien en tête, c'est que le rejet aujourd'hui et les critiques qu'on entend le plus, nous, quand on fait des entretiens, quand on regarde quantitativement, etc., on n'entend pas tant de rejet de l'écologie que de rejet des écologistes. Et ça, c'est un point absolument fondamental et c'est une des pistes sur lesquelles je vais revenir là-dessus à travers deux pistes du coup pour la suite. On en développe beaucoup d'autres que vous pourrez trouver si vous voulez regarder la note ou la présentation en général sur notre site. Mais voilà. Du coup, le pivot majoritaire. Comment dépasser ses limites et continuer à faire grandir le soutien? Tout d'abord, en admettant qu'on est à un moment pivot et que ce qui a marché auparavant et ce qui a bien marché et ce dont on peut être fier collectivement, on a réussi énormément de choses, et ben c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir des vents porteurs pour les années qui viennent. Et donc, il nous faut une nouvelle stratégie majoritaire, d'où le pivot. Et je vais vous développer deux points très rapidement. L'enjeu de la centralité et du clivage majoritaire. C'est se dire que dans un monde à la fois de polycrise, où du coup il y a plein de sujets qui préoccupent les gens, et d'autre part où l'image des gens engagés sur les enjeux de transition écologique uniquement a été dégradée les dernières années, il faut qu'on construise des nouvelles lignes de clivage qui intègrent les enjeux écologiques, mais sans exclusivité. Il faut un nous qui soit plus large que les gens engagés pour la transition écologique. Il faut qu'on soit dans un nous qui recouvre également d'autres sujets et d'autres thématiques. Le deuxième point que je vais vous présenter rapidement, c'est l'enjeu de l'incarnation et de la diversification. Il faut mettre en lumière la diversité des acteurs qui portent les enjeux climatiques et environnementaux. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est un peu mono-regard, on va dire, d'une manière ou d'une autre, alors qu'en fait, faire apparaître les 50 nuances d'écologie, c'est très important. Une écologie ancrée plus dans une culture d'ingénieurs, des entreprises, dans une culture catholique, dans les banlieues, c'est des écologies différentes qui ont des visages différents, qui ont des incarnations différentes et qui permettent à différentes personnes de s'y reconnaître. Mais en fait, il faut non seulement admettre que c'est des visages quelque part différents, mais c'est aussi que quand différents groupes sociaux, différentes parties de la société se saisissent des enjeux écologiques, ils en parlent pas pareil. Ils ne pensent pas les solutions de la même manière. Et ça, c'est normal et c'est même OK et c'est même comme ça qu'on gagne, en fait. Se dire que la diversité des porte-paroles et des incarnations de l'écologie va avec une diversité des solutions et des discours proposés. Et c'est OK et c'est normal. Et ce sera ça aussi le pivot majoritaire. Je vais pas aller plus loin. Voilà, juste sur dire
Stratégie minoritaire, très efficace pendant 15-25 ans, vraiment excellent travail. Simplement, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faut pivoter et aller vers une stratégie majoritaire. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez avoir plein d'autres infos sur notre site là-dessus. Sur ce, je repasse la main à Eric. Génial. Merci beaucoup, Lucas. C'était très intense. Donc, effectivement, il y a toutes les ressources qui sont disponibles sur Parlons Climat, sur l'Ibri aussi, les rapports. Il y a beaucoup plus de choses. Mais là, on voulait poser déjà un premier contexte et puis avoir des rebonds pour échanger. Et on est dans cette phase maintenant d'appropriation. Merci d'avoir tenu le timing. C'est un énorme challenge. Alors, on va avoir un petit moment de réaction. Et je vais demander à Eva, peut-être Eva Morel, donc de Quota Climat. Vraiment, où vous avez un regard chez Quota Climat sur les médias, le traitement médiatique des sujets climat et transition. Finalement, peut-être deux questions sur ce ressenti de backlash qu'on peut avoir, même si effectivement ce n'est pas un backlash, hein, c'est plutôt un plateau. Mais en tout cas, on a ce ressenti-là, c'est l'année 2025 qui est difficile. Quel rôle des médias ont joué sur ce ressenti? Quel rôle ils jouent actuellement? Et peut-être aussi la question d'après, Eva, c'est quand tu vois la stratégie du pivot majoritaire, quel rôle les médias pourraient jouer dans le futur pour peut-être donner des vents porteurs au pivot majoritaire? Donc, je te laisse t'exprimer. Merci beaucoup, Eric. Je vais commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette impression de backlash citoyen. En réalité, ça a été un peu dit dans le chat, on a vraiment un backlash pour le coup normatif, politique, médiatique, économique qui est très fort. Et si le plateau, il concerne bien la situation de l'opinion, on a bien des reculs très nets dans un certain nombre de domaines. Et ça, selon nous, ça s'explique par un certain nombre d'éléments, mais en grosse partie par la visibilité médiatique des questions environnementales. Il y a quatre acteurs qui utilisent les médias comme support pour propager ce backlash et notamment des propos qui relèvent selon nous soit du biais, soit carrément de la désinformation environnementale. Le premier, c'est l'extrême droite. Je pense que c'est important de reconnaître qu'aujourd'hui, on fait face à une montée électorale très puissante de régimes libéraux et de la droite conservatrice et de l'extrême droite qui se positionnent de plus en plus sur les questions d'environnement pour diviser, pour cliver, pour monter électoralement. C'est un sujet qui n'était pas du tout un sujet de positionnement de l'extrême droite traditionnellement. Et par exemple, cet été, on a pu voir que Marine Le Pen a appelé de ses voeux un grand plan de climatisation qui a cadré le débat médiatique autour de l'adaptation climatique pendant plusieurs jours, si ce n'est semaines. Et ça relève d'une stratégie électorale bien rodée qui bénéficie du support médiatique. Ensuite, on a les ingérences étrangères qui investissent massivement dans des sujets qui divisent l'opinion et qui leur permettent d'avoir une emprise sur la souveraineté, notamment européenne, mais aussi d'autres régions du monde. Aujourd'hui, on sait que typiquement la Russie investit beaucoup dans des narratifs de désinformation climatique spécifiquement. Ça a été démontré en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays européens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est utilisé de manière financée. Et un exemple de ça, c'est qu'en Allemagne, pendant les élections fédérales qui se sont déroulées il y a quelques mois, il y a une opération d'ingérence russe qui a consisté à boycotter des véhicules pour qu'on ait une image délétère des défenseurs de l'environnement. On les perçoive comme beaucoup plus radicaux qu'ils ne soient. Ces attaques ont été revendiquées au nom des Verts. Et en fait, on a compris après les élections que c'était bien des agents russes qui avaient commencé ces attaques. Ensuite, il y a un troisième acteur qui sont les acteurs économiques et qui se scindent en deux groupes, les acteurs de l'économie carbonée. Donc là, on a l'économie fossile et l'économie plastique, automobile, du transport, etc., qui ne bénéficient pas de la rapidité normative qu'on a pu voir ces dernières années et donc qui veulent avoir des reculs ou alors un ralentissement de l'évolution des normes pour permettre à leur secteur d'activité de bénéficier encore du statu quo. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'ils utilisent des discours qui consistent à détricoter ces normes, qui bénéficient aussi d'une visibilité médiatique et d'une absence ou très faible contradiction. Et puis, dernière chose, il y a l'économie de l'attention, les personnes qui monétisent notre temps, notamment en ligne, mais aussi dans les médias traditionnels. Et en fait, pour qui c'est rentable de produire des contenus qui divisent, qui clivent, qui suscitent des émotions négatives. Et le climat, c'est un sujet qui est particulièrement investi en la matière. Et donc, en fait, pourquoi on a ce backlash? Parce que ces intérêts ne sont pas nécessairement coordonnés, mais ils sont convergents. Ils convergent vers le fait d'utiliser les questions environnementales pour diviser l'opinion, mais notamment pour toucher les décideurs. Et donc, ça apporte ses fruits aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça marche dans les médias? Parce que structurellement, on a peu de couverture environnementale dans les médias en France. Avec l'Observatoire des médias sur l'écologie, on constate qui est en accès libre, on constate que l'environnement en France, c'est quelques pourcentages de temps d'antenne. Et par cette faible préparation de l'opinion à recevoir de l'information environnementale, puisqu'en fait on est très peu connaisseurs de ces sujets,
on est très réceptif ensuite à l'essor de la désinformation. Essor de la désinformation qu'on s'est attaché à quantifier. Donc, par exemple, pour les 3 premiers mois de 2025, on a recensé 128 cas de désinformation climatique dans l'espace français. Depuis, on continue. On va publier une étude en octobre qui fait état de plusieurs centaines de cas début 2025 de désinformation climatique dans les médias français. Et ce qui signifie que par une sous-préparation structurelle de l'espace médiatique à recevoir de la bonne information, en fait, on est poreux à de la désinformation. Donc, mon propos n'est pas de dire que les médias désinforment, mais que c'est des supports particulièrement propices aux acteurs qui ont un intérêt à désinformer et qui ont un intérêt à instrumentaliser le climat, soit pour ralentir la transition, soit pour d'autres raisons qui sont d'ordre démocratique, d'ordre électoral ou d'ordre économique. Donc la réponse, pour répondre à ta deuxième question, Eric, euh, selon nous, c'est que les médias devraient davantage parler des questions environnementales, davantage rassembler autour des questions environnementales et davantage contredire la désinformation. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, on parle encore très peu des solutions, mais qu'il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent à tous les niveaux, au niveau citoyen, au niveau des entreprises, etc. Donc, il y a un boulevard pour davantage couvrir ces sujets. Les médias spécialisés dont parlait Lucas tout à l'heure, ils ont l'avantage de montrer qu'en fait, il y a énormément d'angles qu'on peut exploiter pour couvrir l'actualité environnementale et désormais, il s'agit justement de passer au niveau majoritaire et donc d'en parler dans les médias mainstream de manière beaucoup plus quantitative. Il y a déjà des initiatives qui existent, le journal Météo Climat de France 2, la rubrique Notre Planète TF1. Et dernière chose, on pense aussi que la contradiction journalistique, elle est particulièrement forte pour contrer des propos de désinformation. La bonne nouvelle également, c'est que ces narratifs, ils sont récurrents, ils ont souvent la même forme et la temporalité est assez contrôlée dans le temps. On sait à peu près quand est-ce qu'ils surviennent dans l'année. Et donc, ce serait possible, s'ils le souhaitaient, d'anticiper ça avec des narratifs qui soient préparés de riposte. Dernière chose, la loi peut aussi agir en la matière. C'est pas que de l'ordre du volontaire. On peut aussi considérer que les contre-pouvoirs démocratiques sont compétents en matière de lutte contre la désinformation. Là, je pense notamment à l'autorité de régulation audiovisuelle qui a les compétences déjà pour encadrer l'information, qui s'est montrée très active, par exemple, pour supprimer la fréquence TNT à C8 récemment. Donc, on peut très bien envisager qu'une intervention progressive soit réalisée pour mettre fin à des dynamiques qui, en réalité, sont contre notre droit citoyen d'information. Top. Merci beaucoup, Eva, et merci pour Quota Climat dans le paysage, parce qu'on sent bien le rôle de garde-fou et de garant que vous jouez. On va avoir l'occasion de te poser des questions dans la partie d'après. Et aussi, on t'attend sur le mot de la fin, en fin de webinaire. Là, je donne la parole à Mehdi, cofondateur de Team for the Planet. Et encore une fois, bravo Team for the Planet pour tout l'engagement. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu ressens la présentation de Lucas? Est-ce que sur le backlash, on a peut-être une responsabilité, ou en tout cas le ressenti de backlash, on aurait une responsabilité, nous, sur notre posture? Première question. Et deuxième question, vous êtes les champions en France, voire en Europe, de l'engagement dans l'action de centaines de milliers de personnes grâce à Team for the Planet. Est-ce que la stratégie du pivot majoritaire, ça vous fait changer peut-être un peu d'approche pour être encore plus percutant? À toi, Mehdi. Ah, merci Eric déjà pour cette présentation sympa. Écoute, moi j'ai été très intéressé par la présentation à laquelle on a assisté. Je dirais qu'il y a une chose sur laquelle je suis d'accord et une autre où je suis pas trop d'accord. Le pas d'accord, c'est sur la partie backlash. Moi, je pense qu'il y a effectivement un backlash et qu'on peut pas simplement se fier à des sondages et à ce que disent les gens pour savoir si un backlash existe. Ça, on le voit de façon générale, même dans l'entrepreneuriat. Bon, nous, à Team for the Planet, on est des entrepreneurs, donc on a monté des entreprises, donc on a souvent interrogé les gens pour savoir ce qu'ils voulaient. Il y a, il y a une marge gigantesque entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font. Et quand on regarde ce que les gens font, concrètement, depuis quelques temps, on voit hausse de la consommation de viande, baisse de la voiture électrique, effondrement du marché du vélo, effondrement du marché du cool roofing, augmentation du marché de la climatisation, baisse des aides à la rénovation. Bref, dans ce qu'on fait, nous les citoyens, on est très très loin d'aller dans la bonne direction, on est plutôt dans un retour en arrière. Même si ça n'empêche pas de trouver important la cause écologique. Maintenant, qui va dire non, l'écologie, c'est pas important? Je pense que 8 sur 10, bon, bah, ça restera 8 sur 10 pendant longtemps, mais ça ne veut absolument rien dire, à mon sens. Par contre, après, la différence entre écologie et écologiste, ça, je suis 1 milliard de pourcents d'accord avec ça.
Nous, en fait, on n'est pas du tout des écolos de longue date chez Team for the Planet. Globalement, c'est pas un sujet qui nous tracassait encore plus que ça il y a 10-15 ans. Moi, j'ai pris la claque climatique en écoutant Jean Covici. Puis après, j'ai lu les livres sur l'effondrement, Pablo Servigne, etc. J'ai pris ce qui m'intéressait. J'ai pas forcément adhéré à tout, mais c'est ça qui m'a fait switcher. C'est ça qui a fait que j'ai abandonné mon métier de start-upper tech pour faire ce que je pouvais dans le monde de l'entrepreneuriat, toujours avec Team for the Planet. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en rentrant dans ce monde-là, que je connaissais pas bien, ceux qui nous ont le plus agressés au départ, c'est les écolos. On s'est fait emmerder en permanence. Alors d'abord, ceux qui croyaient qu'on était technosolutionnistes. C'est pas parce qu'on finance des innovations qu'on pense que les innovations vont sauver le monde. Il y a des nuances. On n'a jamais pensé que les innovations allaient sauver le monde. On était critiqué parce que on favorisait une vision qui était trop dans la croissance. Enfin, voilà, la plupart des agressions les plus fortes qu'on a eues au départ, elles venaient des écolos. Donc nous, après, on a appris à connaître les codes, à savoir répondre à ça. On a progressé aussi intellectuellement en comprenant les critiques qui nous étaient données. Donc ça nous a aussi servi. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui se dit, tiens, je vais faire un peu d'écologie, il risque quand même d'y aller doucement parce que en fait, on s'expose. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on s'est beaucoup appuyé sur, enfin beaucoup, en partie appuyé sur des influenceurs, mais qui ne sont pas des influenceurs climat, justement parce qu'on voulait aller très au-delà de la bulle. Donc voilà, nous, on a fait figurer dans les personnes qui ont parlé de Team for the Planet, des gens comme Sébastien Chabal, comme Olivier Giroud, des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet du climat à la base. Et ça, on a pu le faire très facilement entre 2020 et 2024. Et depuis 2024, terminé. Pourquoi? Bah, parce que il y a trop de gens qui ont vu que quand ils commençaient à parler d'environnement, derrière, si on les voyait dans un avion, si on les voyait manger un steak ou quoi que ce soit, ils se faisaient prendre en photo et derrière, ils avaient des problèmes d'image. Donc en fait, ce côté hyper agressif qu'on peut avoir sur les sujets environnementaux, pour moi, ils sont en partie responsables. Alors, je suis entièrement d'accord sur le fait que oui, l'extrême droite sont très forts, les influences étrangères sont très forts, mais si on donne le bâton pour se faire battre, c'est encore plus facile pour eux. Euh, L'autre bâton qu'on a donné pour se faire battre, c'est que on a aussi trop dans l'écologie politique assimilé des idées qui sont des idées relatives à l'environnement de façon générale et des idées qui sont au-delà du sujet environnemental. Ce qui veut dire que l'écologiste est forcément aujourd'hui considéré comme anti-nucléaire, avec une vision multiculturaliste de l'intégration, anti-bombe atomique, pro-GPA, etc. Alors moi, j'ai mes idées personnelles sur ces sujets-là, mais je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens qui, en fait, n'aient pas envie d'être assimilés à un programme politique complet. Et ça, c'est aussi un vrai sujet parce que ça fait pas progresser la cause de la rendre trop poreuse avec tous les restes de sujets sociétaux qui peuvent exister. Donc ça aussi, ça a été un frein. Euh, Dernière chose, je pense qu'il y a une grosse différence entre avoir raison sur le fond et l'avoir sur la forme. Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans le monde de l'environnement, mais qui me semble être, qui permet de bien faire comprendre ça. Toute cette histoire de racisme anti-blanc, vous savez, est-ce que ça existe le racisme anti-blanc ou est-ce que ça n'existe pas? En fait, 100% des gens pourraient être d'accord sur ce sujet si on prenait 3 secondes. Euh, Théoriquement, oui, il n'y a pas de racisme anti-blanc qui existe parce que le racisme anti-blanc, ça voudrait dire que c'est systémique. Donc le fait qu'en permanence, dans toutes les configurations de la vie, au travail, de façon personnelle, etc., on va être confronté, quand on est blanc, on ne va pas être confronté à du racisme. Mais dire qu'il n'existe pas d'insultes racistes ou d'actes racistes anti-blancs, c'est aussi une absurdité parce que tout le monde a pu le voir, voire peut-être même une grande partie l'expérimenter. Et en fait, le fait comme ça de communiquer d'une façon qui est pas compréhensible pour tout le monde, qui fait une agglomération d'idées, et ben ça rend le message brouillé et surtout, en fait, on n'arrive pas à convaincre les gens tout simplement parce qu'ils ont l'impression que c'est trop éloigné de l'évidence.
parce que pour tout le monde, c'est évident que ça existe, le racisme anti-blanc, parce que c'est évident qu'il y a bien des fois, où il y a des insultes anti-blancs. Et donc, le fait de dire non, ça n'existe pas et cherchez pas, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous-même vous êtes raciste, et ben c'est terminé, vous ne pouvez pas embarquer du monde là-dedans. Et en fait, on a besoin maintenant d'arrêter de trouver tout ce qui nous sépare et de trouver simplement ce qui peut nous réunir. Et ça, c'est le gros challenge maintenant pour arriver à passer sur ce pivot majoritaire, qui est possible. Mais je pense qu'il faut être hyper lucide sur qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on change, c'est l'attitude de façon générale. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on arrive maintenant à être positif. Les algos, effectivement, ça ne nous aide pas, mais à Team for the Planet, on arrive à générer entre 100 millions et 200 millions de vues par an avec zéro contenu qui va jouer sur les émotions négatives, que les émotions positives. Donc en fait, c'est quelque chose qui est totalement possible, même avec les algorithmes actuels, parce que c'est pas nous qui les avons inventés, ces algos, on s'adapte, et donc tout part en fait de nous. On est capable, on a toutes les cartes en main pour y arriver, même s'il y a les Russes, même s'il y a l'extrême droite. En fait, on est capable de le faire. Merci beaucoup, Mehdi. Je pense qu'on peut méditer cette phrase de tout part de nous et on peut le faire. Petit moment de questions. On a plein de questions dans le chat et je crois que ça fait beaucoup réagir. Et merci aussi, Mehdi, d'avoir cette vision très lucide parce qu'il faut aussi qu'on se remette en question. On va peut-être pas pouvoir prendre toutes les questions. On fera un droit de suite ensuite avec les ressources et puis les questions qu'on ne pourra pas traiter. Il y en a une qui peut être pour toi, Lucas, sur la partie le lien entre climat et pouvoir d'achat, où quelqu'un nous dit finalement être écolo, ça nécessite d'avoir des moyens et c'est pas forcément accessible à toute la population. Est-ce que ce serait pas un point de blocage qu'on a maintenant pour devenir majoritaire, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ce pouvoir d'achat qui peut permettre de devenir écolo en bonne et due forme. Comment tu Mm. réagirais à cette question? Bah, je pense que ça revient aussi à un des points que j'ai dit et donc sur lequel je serais ravi, Mehdi, qu'on se fasse un débat à l'occasion, sur le fait de se dire qu'une forme de consommation écologique, c'est un bon indicateur de ce que pensent ou veulent les gens. En fait, il y a la question financière, du coup, effectivement, qui, pour un certain nombre de consommations distinctives écologiques, est vraiment problématique. Mais c'est aussi qu'on a érigé, on va dire, en représentant un comportement de vie, une manière de vivre, un mode de vie écologique, du coup, des choses qui vont plutôt avec des formes de consommation spécifiques et particulières, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de modes de vie qui n'impliquent absolument pas des modes de consommation particuliers, qui sont extrêmement écolos. Et juste pour, s'il y en a que ça intéresse, il y a une chercheuse excellente qui s'appelle Fanny Hughes, qui a beaucoup bossé sur une partie de la population qu'elle appelle les modestes économes, qui sont des classes populaires rurales, qui ont des modes de vie extrêmement écolos. Enfin, si vous voulez compter de leur empreinte carbone ou quoi, ils sont en dessous de toute personne autour de cette table qui mange bio, fait attention, pas une bagnole électrique, machin, etc. Mais simplement, c'est absolument pas valorisé aussi comme des modes de vie écolos. Donc, c'est sûr que tant que l'alpha et l'oméga, on va dire, pour l'ensemble de la population de ce qu'on met en avant comme étant un mode de vie écolo, ça consiste à acheter des choses qui coûtent cher, en fait, effectivement, on ne pourra pas embarquer toute une partie Ok, de la population là-dedans. ok, ouais, merci beaucoup. Ça nous interpelle. Et peut-être une question, ce sera la dernière pour toi, Eva, sur la contradiction journalistique sur le climat. La question, je la reprends, hein. Est-ce que ne se fait pas évincer des rédacs des médias en ce moment? Est-ce qu'il y a des mouvements dans les rédacs des médias sur ce sujet-là et potentiellement des personnes qui se font évincer? Oui, oui, clairement, nous on a pas mal d'échos, notamment du service public, où ils avaient fait beaucoup d'efforts dernièrement pour mieux couvrir ces sujets. On sait que c'est difficile. Par exemple, la Terre au carré a perdu 15 minutes dans la nouvelle programmation de cette année, avec 10 minutes qui séparent le temps du midi du débat de la Terre au carré, ce qui fait qu'en fait, on risque de perdre les personnes qui faisaient la jonction entre les deux, qui risquent de ne plus se retrouver dans la programmation, avec une suppression anticipée pour l'année prochaine. Donc, clairement, il y a des temps dédiés aux questions environnementales qui sont pourtant sanctuarisés dans l'esprit de pas mal de Français qui risquent d'être détricotés. En revanche, enfin, tout n'est pas perdu quand on dit ça, parce qu'il y a aussi une question d'acculturation transverse dans les rédactions aux questions environnementales. C'est important de se dire que les personnes qui peuvent émettre la contradiction la plus forte, finalement, c'est peut-être les journalistes politiques et économiques
Attends, t'as perdu, Ouais, Sheila. je sais pas pourquoi mon son a été coupé. C'est Vas-y. ceux qui sont accoutumés à faire des interviews avec des personnes qui désinforment le plus fréquemment. Je vais prendre l'exemple de David Tuladas qui a, l'année dernière en campagne européenne, sorti Jordan Bardella du temps de débat accordé aux questions environnementales pour lui dédier plus de temps à l'immigration. On peut se dire que ce type de comportement, ça relève aussi d'une incompréhension du fait que tout le monde doit se positionner sur la question environnementale et pas que les partis écologistes. Et donc, il y a beaucoup de marges de manœuvre qui ne sont pas que liées aux journalistes spécialistes environnementaux, même si ça joue beaucoup. Merci pour cette réponse et merci pour toute la vigilance de Côté Climat sur ces sujets. Je vous propose d'aller dans la dernière partie de ce moment. Et en fait, notre intention, c'était de partager, en fait, nous, notre stratégie CEC, puisque ça fait 4 mois qu'on a vu arriver la stratégie du pivot majoritaire de Parlons Climat, donc ça nous a beaucoup fait réagir. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de changer? Et peut-être la réflexion pour vous, c'est de voir ce qu'est en train de faire la CEC, pour ceux qui connaissent moins bien la CEC, et aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'on change chacun de nous ou dans nos mouvements, nos entreprises, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, ce sera très rapide. Le chemin déjà parcouru par la CEC, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre mouvement. Je parlerai aussi de nos inflexions dans ce pivot majoritaire. Et il y aura des résonances par rapport à ce que Lucas a présenté. Et puis, on est à la recherche de notre impact maximal, nous, la CEC, dans l'écosystème de la transition. Et donc, c'est vrai qu'on a un moment charnière et on a besoin de soutien en ce moment. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre raison d'être statutaire dans la CEC, rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative avant 2030. Donc, on est vraiment sur une mission d'intérêt général, d'un changement culturel sur les comportements et les décisions qui sont prises dans le monde économique pour avoir une économie qui régénère au lieu d'extraire et en fait qui fait du bien de génération en génération à la société et aux limites planétaires. On le fait notamment en accompagnant des collectifs de dirigeants. Là, vous voyez des photos de parcours CEC via des parcours qui sont dans la durée, ils durent 1 an, c'est 12 jours complets de travail et dont on nous dit unanimement qu'ils sont transformants pour que les dirigeants puissent se transformer eux-mêmes, puis transformer leur entreprise et essayer d'avoir un effet systémique vers de nouveaux modèles économiques. Alors, en quelques chiffres, tout ça sur notre rapport d'activité sur notre site, mais globalement plus de 2800 dirigeants embarqués. Donc, c'est des binômes par entreprise. Donc, ça fait 1400 entreprises à travers toute la France. Plus de 25 parcours différents qui ont été lancés. On a à jour 1000 feuilles de route de transition écologique publiées par toutes ces entreprises. Et puis, 97%, c'est le pourcentage de dirigeants, dirigeantes qui s'engagent vers un modèle économique contributif ou régénératif, ce qui est le plus haut niveau d'ambition, à la fin du parcours CEC. C'est beaucoup, beaucoup moins, c'est en dessous de 30% quand il démarre. Donc, on a vraiment cet effet de bascule. Euh, et on a beaucoup de ressources, des ressources qui sont donc ces feuilles de route. Vous voyez quelques exemples ici, elles sont en libre accès sur notre site. Et puis des rapports qui sont émis par les territoires, par les secteurs, quand on fait des parcours CEC dans différents secteurs. Et donc on accumule plein de bonnes idées, de leviers, d'intentions de redirection de milliers d'entreprises en France. Et on essaye de combiner tout ça pour avoir un effet systémique. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, là, on a sélectionné 5 types de ressources pour montrer qu'on crédibilise de plus en plus l'économie régénérative. On a fait une spec avec l'AFNOR, un document d'une 50aine de pages qui décrit les contours de cette nouvelle économie. On fait des études en profondeur avec la BPI. Donc, il y a 4 BPI, 4 entreprises qui sont disponibles. On a fait une émission avec BFM qui s'appelle BFM Climat, où des dirigeants viennent témoigner de leur transition. On a un podcast, là on démarre la saison 2, où pareil, des dirigeants racontent comment ils sont en train de transformer en profondeur leur entreprise. Et puis tous les ans, on émet un baromètre avec les données de l'ensemble de l'écosystème CEC. Alors, c'est quoi nos inflexions dans le pivot majoritaire? On a essentiellement 2 grandes inflexions, et je vais les présenter maintenant. Et vraiment, l'intention, c'est de chercher notre impact maximal. Finalement, la CEC, on s'est mis en position, on a accumulé beaucoup de choses. On est un collectif, on a beaucoup d'idées, de leviers.
Mais ce qu'on cherche maintenant, c'est d'avoir l'effet systémique le plus rapide possible parce qu'on est en 2025 et il faut quand même accélérer sur la transition. Donc, le premier point, c'est que notre stratégie, elle est résolument en écosystème. Et donc, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et moi-même, c'est au moins 20% de ma bande passante, sur nouer des partenariats profonds avec plein d'acteurs. Ici, on en a mis 25, qui peuvent être institutionnels, qui peuvent être financiers, qui peuvent être d'autres mouvements comme nous. Et je sais que j'en ai vu que certains qui étaient autour de cette conférence. Et donc, c'est vraiment des partenariats qui font qu'on réussit ensemble et on se combine les uns les autres et aussi on s'enrichit les uns les autres. Et puis, on a aussi une stratégie d'alliance et de coalition. Ici, on en a repris 9. Pas mal de ces coalitions ont été lancées par nous-mêmes, la CEC, comme le Regen Ecosystem, comme Genact, où on est dans les fondateurs, comme la Regenerative Alliance au niveau international, et 3 alliances, une autour de la com, une autour de la finance et de la communauté du conseil. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des effets de coalition pour coopérer et réussir en écosystème. Et puis, on a un nouvel élan stratégique. Et là, on est sur le thème de ce qui se retrouve dans l'étude Parlons Climat, de l'incarnation et de la mise en œuvre. On veut diversifier les incarnations et aussi passer à l'échelle sur les mises en œuvre. Donc, en fait, on avait une stratégie qui était essentiellement de faire de l'ancrage en territoire. Et là, vous voyez les 12 territoires où est implantée la CEC, puisque la régénération, ça se passe beaucoup très concrètement, en fait, en territoire. Mais on travaille aussi maintenant nos expertises thématiques. Donc sur des secteurs, évidemment l'agriculture et l'alimentation, c'est majeur. On a beaucoup parlé cet été. Aussi le secteur secondaire qui a une empreinte carbone énorme, l'industrie, le bâtiment. Donc là, on fait des parcours spécifiques et des dynamiques spécifiques. Et puis dans le secteur tertiaire, on a des grands secteurs comme la finance, les médias, tout ce qui est emploi, formation, qui ont des effets de levier sur la transformation culturelle de notre société. Et puis, on a mis aussi de nouveaux enjeux sur lesquels on veut travailler. Et on travaille en grande proximité maintenant avec les équipes du Shift Project qui ont aussi cette logique dans les chapitres du PTEF. Et on va essayer de contribuer à alimenter le PTEF 2 qui va être encore plus réussi et plus puissant que le PTEF 1 avec des grandes consultations de milliers d'experts donc l'année prochaine, en 2026, pour impacter le débat 2027. Alors, pour rendre possible ce nouvel élan stratégique, on a 3 grands types de projets. Tout ce qui est la coopération en territoire. Donc là, on a des enjeux de pérenniser l'ancrage de la CEC en territoire. On a ces enjeux que je viens de présenter de mise en œuvre sectorielle, de trouver quelles sont les meilleures idées secteur par secteur et de créer des ponts avec les autres mouvements, fondations qui sont spécialistes de ces secteurs pour les faire transitionner plus vite. Et puis, sur la partie incarnation, ce que disait Lucas tout à l'heure, il faut qu'il y ait une grande diversité d'acteurs qui portent cette incarnation. Donc, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, l'effet porte-drapeau. Donc, on a des centaines de dirigeants maintenant qui s'expriment au nom de l'économie de demain et qui racontent des cas concrets partout, tout secteur, tout territoire, avec beaucoup de diversité aussi. Et on pense que petit à petit, ça infuse dans l'opinion et ça montre aussi du point de vue de l'entreprise que oui, c'est possible et qu'on peut concilier pérennité économique et enjeux écologiques. Alors, pour avoir les moyens de nos ambitions, on a lancé au printemps une campagne de soutien qu'on appelle donc 100 jours sans mécène. Elle va se terminer le 30 septembre. On est dans la dernière ligne droite. Et c'était vraiment, nous aussi, on était inquiets et on avait besoin, au niveau de ressources, hein, on est une asso d'intérêt général, de ressources pour pouvoir exercer ce pivot majoritaire. Et donc, je dirais, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. On est déjà à 63 mécènes, donc c'est essentiellement des dirigeants d'entreprise qui nous font confiance sur notre impact. Et notre objectif, c'était 100 mécènes avant le 30 septembre. Donc, il nous reste encore quelques jours pour atteindre cet objectif. Et je propose peut-être un témoignage rapide d'une de nos mécènes qui a participé à la première CEC, Caroline Schild, du groupe Picotti. Caroline, tu veux faire un petit témoignage? Oui, bonjour à tous. En fait, pour moi, donc je suis alumni de la toute première version, effectivement, nationale. Pour moi, c'est presque un remboursement
d'une dette, en fait, de ma dette envers la CEC. Je me sens redevable de ce que j'ai appris. J'ai beaucoup grandi. Personnellement, c'est une véritable transition intérieure. Je ne suis plus la même depuis. Quelque part, être mécène de la CEC, c'est aussi contribuer et payer ce dû. C'est finalement un mouvement assez régène, en fait. J'allais dire, c'est en fait la CEC, c'est un peu ma terre nourricière de directrice du développement durable. Voilà, donc je m'occupe en effet dans le groupe Picoty de la politique développement durable et de la transition énergétique, pas simple, mais je suis aussi présidente du fonds de dotation, ce qui me permet de faire écho et d'avoir des leviers RSE forts. Un peu au même titre que je suis actionnaire et aîné de la quatrième génération de la famille actionnaire du groupe Picoty. Et en fait, je me sens portée par quelque chose de fort qui me dépasse, euh, par l'héritage finalement de ce que j'ai reçu de mes aïeux, de ce que je possède. Aujourd'hui, bah, c'est un peu le même mouvement envers la CEC. J'honore ce qu'on m'a enseigné. Donc c'est voilà, c'est comme un héritage. Et puis, au-delà de ce cadeau, évidemment, j'ai l'absolue conviction que ce mouvement a les moyens et est une contribution, peut changer la donne, peut avoir une contribution, y compris au monde politique, avec la capacité d'influencer le système avec des acteurs et des partenaires comme TFTP et bien d'autres. Donc, c'est un collectif, c'est des convictions fortes. C'est une capacité vraiment à faire bouger les choses en profondeur, comme ça le fait chez Picoty depuis 4 ans que j'ai suivi la CEC. Donc, en gros, ben, effectivement, Picoty est alumni de la CEC, mais le fonds de dotation est mécène. On finance notamment le podcast Redgen. Je vous invite à écouter la saison 1 pour écouter ces porte-drapeaux de la CEC qui prouvent que les choses bougent. Et comme disait Lucas tout à l'heure, un nous plus large demande des moyens. Donc, on est presque 300 autour de la table aujourd'hui, plus ceux qui écouteront le replay. Je suis sûre qu'il y a 40 mécènes parmi vous. Donc, donnez. En tout cas, c'est mon message. Ouais, merci beaucoup, Caroline. On va tout doucement vers la fin de cette capsule pour que vous puissiez redémarrer à 14 heures. Donc là, vous avez, pour ceux qui veulent être intéressés ou qui connaissent, qui ont un contact vers un mécène potentiel, qui croit en fait dans la théorie du changement de la SEC et puis dans ce qu'on a présenté aussi collectivement, n'hésitez pas à m'envoyer, vous avez mes coordonnées, un mail directement si vous avez une idée ou au club des mécènes. Voilà, et pour voir quel projet vous voulez soutenir pour accélérer cette bascule qui est possible et on a maintenant une stratégie victorieuse. Alors, ce que je propose pour terminer, on va reposer la question du début. Donc, je ne vois pas les notes dans le chat. Donc, toujours votre niveau de confiance là maintenant à 13h54 sur notre capacité à faire advenir la transition pour de vrai. Est-ce que vous pensez que c'est foutu ou est-ce que vous pensez que c'est gagné? Donc, je vous invite à remettre une note dans le chat et avec un signe moins ou plus. Plus, c'est si ça a augmenté par rapport à tout à l'heure et moins si ça a diminué et si vous êtes découragé. Donc, allez-y, je vous laisse mettre les notes dans le chat. Tout le monde peut regarder ça. Bien, Eric, si je fais la moyenne des notes, nous avons une majorité de plus, donc c'est très encourageant. Ok, bon, on va reprendre tout ça dans le replay. Hein. On était à peu près, j'avais calculé autour de 6 en début. Donc, j'espère que ça a monté. L'important, c'est aussi d'y croire. Notre confiance collective augmente la probabilité de réussite. Euh, alors, je vous propose peut-être par ordre d'intervention, un petit mot de la fin, ce que vous retenez de cet échange, ce que vous voulez aussi transmettre. À peu près 300 personnes se sont connectées par rapport à tout ce qu'on s'est dit là. Et on commence par toi, Lucas. Ouais. D'abord, merci tout le monde et merci pour ces échanges, pour toutes les questions dans le chat et tout. Moi, peut-être vous transmettre peut-être deux choses. Alors, d'abord parce que j'ai vu des questionnements et c'est bien normal sur ce côté backlash opinion, les politiques, pourquoi, machin, etc., comment ça connecte. Faut savoir que le monde de la recherche a établi de manière très claire que les responsables politiques ont une estimation de l'opinion publique qui est très mauvaise. Et ils la perçoivent globalement comme beaucoup plus conservatrice que ce qu'elle n'est vraiment. Et donc, il y a un truc très important pour dire aux politiques qu'en fait, ils sont éloignés
de ce qu'ils pensent de l'opinion publique, elle est beaucoup plus engagée sur les questions climatiques et environnementales notamment, c'est de les contacter. En fait, la première source d'information des responsables politiques sur l'opinion publique, c'est les gens qui leur parlent, les gens qui croisent quand ils vont boire un café au bar, quand ils tiennent leur permanence locale, machin, etc. Donc, allez voir vos responsables politiques, vos élus, là où vous êtes installés, et dites-leur que ces sujets sont importants pour vous. Donc ça, ce serait peut-être un premier point. Et j'ai un deuxième point qui est, c'est Et de se très rapide, si rappeler tu peux, Lucas, à assez quel point on est rapide. fort. On est très fort, on est beaucoup plus fort qu'il y a 10 ans. Je pense qu'aucune des organisations représentées aujourd'hui existait il y a 10 ans, même il y a 5 ans peut-être. Donc se dire ça aussi, que collectivement, on est beaucoup plus fort qu'il y a 10 ans. Et donc, on a beaucoup plus de chances d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir maintenant. Génial. Merci pour le message d'espoir. À toi, Eva, ton mot de la fin? Je vais copier Lucas parce que c'était mon point aussi de contacter les médias et les journalistes pour leur faire savoir ces sujets. C'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on a constaté en 3 ans et demi d'action, c'est que en interpellant des journalistes sur des contenus particuliers avec des arguments tangibles, scientifiques, ils corrigent leur contenu, ils les modifient, ils infléchissent leur ligne éditoriale. Si c'est que les personnes qui sont d'un sens opposé à la transition qui les contactent, et souvent ils sont assez revendicatifs aussi, ça risque d'aller dans l'autre sens. Donc c'est très important de contacter les journalistes de manière apaisée dans le dialogue et ça fonctionne. Génial. Merci, Eva. À toi, Mehdi. Bah, moi, je voulais remercier Eva et Lucas parce que j'ai appris des choses grâce à eux aujourd'hui. Et deuxième chose, la CEC et Team for the Planet, on parle beaucoup aux mêmes entreprises. Et moi, à chaque fois qu'on me demande ce que je pense de la CEC, je le dis en one-to-one, donc je vais le dire aujourd'hui à tous ceux qui sont là. Pour moi, c'est un des programmes les plus transformateurs et donc les plus efficaces que j'ai vus sur le sujet climat. Même si tout n'est pas dans vos mains, une fois que vous avez eu les gens sous sous la main pendant la période. Mais c'est absolument fondamental que la CSC continue à grossir. Donc, j'espère que la campagne en cours va cartonner. Merci beaucoup de jouer collectif. Moi, ce sera mes deux mots de la fin. Un peu une synthèse, c'est monter au créneau, parler, effectivement, et sans inhibition par rapport au monde politique et médiatique, en fait. C'est hyper important, ayons confiance en nous. Et puis ce jouet collectif qu'on voulait aussi incarner aujourd'hui. Donc jouet collectif, voilà, 13h59, on tient le timing. Merci tout le monde pour votre attention. Et puis très bonne rentrée à tout le monde. À très bientôt.